Quand est-ce que vous étiez au Gabon? Entre 77 et 80. J'avais été recruté directement par l'éducation nationale gabonaise et j'étais prof de philo au lycée d'Oyem, dans le Volem-Tem. Donc Oyem est à peu près à 40-50 km de la frontière camerounaise, dans la forêt équatoriale. Et à l'époque, j'ai eu l'idée de faire une enquête, parce que je m'intéresse aux ovnis depuis très longtemps, pour tirer parti des conditions exceptionnelles, de mon point de vue, du lieu. C'est-à-dire que l'isolement, on ne peut plus l'imaginer aujourd'hui. Il n'y a plus aucun endroit sur la planète aujourd'hui, peut-être encore dans la forêt équatoriale au Brésil, et même j'en doute. Donc j'essaie de préciser un peu le type d'isolement. Les élèves apprenaient d'abord le français à l'âge de 7-8 ans, par là. Ils étaient un peu plus âgés que nos élèves à nous. Leurs instituteurs avaient un niveau 3e en général, à l'époque. Il n'y avait pas de bibliothèque au lycée. Il n'y avait pas la presse locale, il y avait quelques journaux, mais pratiquement rien. Il n'y avait pas d'émission dans la langue française, à la radio locale. C'était en fang, je ne sais pas si on prononce le G. Voilà, donc, et la majorité de mes élèves, c'était des enfants de planteurs. Voilà, donc, j'ai eu l'idée de faire une enquête, parce qu'on a un problème que les ufologues se posent depuis le début, c'est est-ce que cette imagerie est d'origine internationale ou pas? Et donc, le rêve de l'ufologue, c'est de trouver un cas pur, venant de quelqu'un d'une culture complètement différente, qui n'aurait pas été transmis par un occidental, qui aurait pu l'influencer d'une manière ou d'une autre. Alors je me suis dit, on va tirer parti de la situation. Et donc, j'ai parlé de ça à un de mes élèves de terminale, qui était extrêmement brillant et qui était parfaitement bilingue. Et on allait dans son village, où la plupart des gens ne parlaient pas le français, ou très peu. Et on leur a présenté ça comme un jeu. C'était difficile de leur expliquer. Et on leur demandait d'interpréter les dessins qu'on leur donnait. Donc j'avais fait une série de dessins qui représentaient une femme qui est à la plantation, une africaine, donc avec on appelle ça, le truc dans les cheveux, la hotte avec le bois, elle était partie chercher du bois, elle était à la plantation. Et elle voit, donc c'est cadré, on voit les arbres, on voit qu'on est en Afrique. Et elle voit des petits êtres à côté d'un objet qui en gros est la représentation de la soucoupe de Valençol. Des petits êtres, des êtres de petite taille avec des yeux bridés. Et ensuite ces petits êtres tendent vers elle une sorte de petit bâton, puis se retirent et montent la chaîne et rentrent dans l'objet qui décolle et disparaît dans le ciel. Voilà, il y avait 4 ou 5 dessins. Donc, mon élève questionnait les gens, ils ont pris ça pour un jeu, ça a amusé tout le monde. Et on a été questionné, je crois, 20-30 personnes à peu près, du village, un peu tous les âges, etc. Alors, ce qu'il en est ressorti, c'est que soit les gens n'ont aucune représentation de ce que c'est pour nous, mais ils l'interprètent à leur manière, à travers leur culture, et d'une façon qui reflète leur culture, d'une façon très frappante. Donc, ce qui est revenu à plusieurs reprises, c'est le sentiment que c'est bizarre, il y a de la magie derrière tout ça. C'est étrange, mais ils ont capté le côté, la dimension un peu magique de l'affaire. D'autres ont interprété ça comme une intervention coloniale occidentale. Parce qu'il faut préciser que pour les Gabonais et les Africains, je pense en général, les Chinois sont des Blancs. Et ils ont les yeux bridés, donc les extraterrestres ayant les yeux bridés, alors ils ont dit, bah, c'est pas étonnant, c'est les Chinois qui commencent à venir nous coloniser. Donc ils ont interprété ça à travers les problèmes africains, qui étaient à l'époque encore embryonnaires,
ça commençait. Voilà. Et donc, la majorité des gens ont interprété ça entre ces deux schémas. Et il y a une personne, un jeune, qui avait à peu près une vingtaine d'années, qui a immédiatement dit, ah ben évidemment, c'était une soucoupe volante. Soucoupe volante, comment savez-vous ce que c'est qu'une soucoupe? Il dit, ben, c'est très simple, je vais tous les étés chez mon frère à Libreville, je vais aller à la bibliothèque, j'ai lu des bouquins, etc. Voilà, tac. Donc, ce que j'ai tiré moi de cette enquête, c'est que pour des gens qui sont isolés dans une culture complètement différente, ça n'évoque pas grand-chose de ce que ça évoque pour nous. En tout cas, le contexte spatial, la science-fiction, tout ça, ils ne connaissent pas. Il y a un phénomène de projection qui joue, ils projettent leurs préoccupations, la colonisation notamment, bon ça c'est évident, et la connotation de magie. Donc, la conclusion pour moi la plus probable, c'est qu'en milieu vraiment sans contact, il n'y a pas de... ça n'évoque pas du tout ce que nous plaçons là-dedans. C'est tout à fait frappant. Et donc j'en ai tiré... Pourquoi j'ai fait cette enquête? Parce que je m'étais intéressé déjà à l'époque à des cas africains, où je crois qu'il y a un cas célèbre dans une île française du Pacifique, ou en Nouvelle-Calédonie, je ne me souviens plus exactement, où il y a tous les habitants d'un village qui ont vu un objet qui, de façon très ostentatoire, flottait au-dessus du village, un peu comme le dessin qu'on voit là tout à l'heure, hein, ce que j'appelle l'effet vitrine. C'était en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Papouasie. C'était le révérend. Eh bien, c'était un révérend. Oui, un révérend qui a regardé ça. Et ça n'était pas un Africain, je crois pas. Non, c'était en Papouasie-Nouvelle-Guinée et le révérend était américain ou australien. Un Australien, voilà. Voilà. C'était McGill. Nous y sommes. Là, par exemple, on voit là, le livre principal qui est sur l'Afrique, c'est Cynthia Hind, qui donc... alors, je ne connais pas ces livres, mais le problème, c'est que jusqu'à présent, à chaque fois que j'ai gratté, j'ai trouvé un intermédiaire culturel. Vous voyez ? J'ai trouvé un intermédiaire culturel. Je ne dis pas que ça n'existe pas. Hein. Par exemple, j'ai été informé à l'époque où je faisais cette enquête d'un cas d'OVNI qui aurait eu lieu sur une plage de Libreville en 62. Alors, un pêcheur. Alors là, en 62, c'est beaucoup plus ancien, c'est beaucoup plus... Mais je n'ai pu avoir aucune information sur ce cas. Il paraît que ça aurait fait l'objet d'un article, c'est à creuser, dans le journal de Libreville. C'est quelque chose qu'on peut peut-être vérifier. Je n'ai pas pu le faire. En fait, donc, un jour, l'élève avec qui je faisais les enquêtes me dit dans tel village, on a signalé quelque chose de très bizarre. Une femme qui était en train de travailler la plantation a vu tomber un objet du ciel, ça a mis le feu à la brousse. Ah. Alors, on va au village, on trouve la femme, on nous envoie, elle nous conduit sur les lieux où ça s'est passé. C'était un endroit un peu élevé où il y avait moins d'arbres. Et effectivement, on voyait un endroit où le feu avait un peu roussi. Et alors elle nous explique qu'elle était en train de travailler à la plantation, elle a entendu comme un sifflement, elle a vu un objet qui est tombé, qui a mis le feu. Donc elle a ramassé l'objet, elle a prévenu la gendarmerie. Et du coup, elle nous a dit allez voir les gendarmes. On va voir les gendarmes. Les gendarmes avaient encore l'objet. C'était une sorte de boîte, de coffre en bois, qui était plus ou moins brûlé sur la surface. Et à l'intérieur, il y avait comme des espèces de gravés dans le bois, des sortes de hiéroglyphes. Enfin, des dessins, je n'ai pas compris ce que c'était. Alors on n'avait pas pris d'appareil photo, il n'y avait pas comme maintenant les portables qui permettaient de tout photographier tout le temps. Et les gendarmes n'ont pas pu nous expliquer davantage, ils n'ont pas voulu nous laisser l'objet, bien entendu. Et en fait, finalement, pour moi, c'est resté totalement énigmatique. Je n'ai pas compris ce que ça a pu être. La seule explication possible, c'est que en Afrique, il y a beaucoup de vieux avions qui servent à faire le transfert par rapport à OIM, la plupart de l'approvisionnement venait par des vieux avions de la Deuxième Guerre mondiale. Des Dakota, des choses comme ça à l'époque. Hein. Et donc, peut-être qu'il y aurait un objet qui aurait pris le feu dans un avion. J'essaie d'imaginer une solution qu'ils auraient balancé par la fenêtre, par la porte.
paraît assez bizarre comme idée. Je n'ai pas compris ce que j'ai vu. C'est quelque chose de totalement énigmatique, mais qui n'est pas strictement lié à un ovni. C'est un objet tombé du ciel qui restait inexplicable. Voilà. C'est la seule chose dans le style que j'ai vu en Afrique.